Écoutez, bonjour mesdames et messieurs. On va pouvoir commencer cette conférence en étant quasiment à l'heure. Donc moi, je me présente, je suis Xavier Pavageau, je suis le président du tribunal judiciaire de Toulouse, président du conseil départemental de l'accès au droit. Et c'est évidemment dans ce cadre-là qu'on organise cette journée Nuit du droit. Aujourd'hui, journée anniversaire de la Constitution de 1958. Il se passe des choses ici, il se passe des choses partout en France. Il y a un certain nombre d'ateliers, d'activités qui se déroulent à l'université, notamment en fin d'après-midi. Il y a plein d'activités qui se passent en ce moment, ce qui fait qu'à l'issue de la conférence, vous verrez qu'il y a des ateliers sur une reconstitution de scène de crime. Vous avez à l'étage au-dessus un forum des métiers si vous voulez vous renseigner sur les différents métiers du droit. Tout ça, c'est ouvert. C'est le principe de la journée de la nuit du droit. C'est de permettre finalement un accès concret avec les professionnels du droit pour qu'on réfléchisse à ce qu'est le droit dans une société. Et le droit, c'est finalement le meilleur moyen de vivre ensemble d'une manière apaisée, sans que nos rapports soient réglés par la loi de la jungle, par la violence verbale ou physique. Parce que finalement, on se rend compte que le droit est partout, et on va se rendre compte qu'il est peut-être même dans les contes de fait dont on va parler dans un instant. On est heureux de vous accueillir au tribunal, au palais de justice d'une manière plus générale, et peut-être particulièrement dans cette salle historique qui date de la fin du XVe siècle, qui a vu le passage de rois de France, Charles VIII, François Ier, qui sont passés là. Donc c'est un lieu chargé d'histoire et je pense que c'est une manière tout à fait sereine de se mettre dans un état de réflexion et d'écoute sur le thème qui nous est proposé aujourd'hui, qui nous a paru intéressant. Et c'est pour moi l'occasion de remercier les deux intervenants, Madame Ranouille et Monsieur Bonin, qui sont des universitaires, peut-être qui auront l'occasion de se présenter un petit peu plus, et qui vont venir nous parler d'un sujet qui peut surprendre, mais peut-être que vous verrez qu'il n'y a pas lieu d'être surpris de la sorte, qui s'appelle une étude ou un ouvrage qui s'appelle « Analyse juridique des contes de fées ». Ça ne manque pas de surprendre, de se dire mais qu'est-ce que le droit qui passe peut-être pour être un peu aride, un peu sec comme approche, qu'est-ce que ça vient faire avec les contes de fées? Eh bien j'espère que ces propos serviront un peu de teasing pour vous donner l'envie de rester le plus longtemps possible sous un format qui devrait prendre la forme d'intervention, puis après surtout aussi un moment d'échange si vous avez des questions à poser. Je vais me taire, j'ai déjà trop parlé, je vais vous laisser la parole pour vos interventions. On vous remercie encore de votre venue au tribunal de Toulouse. Bonjour à tous, je vous remercie infiniment d'être venus pour cette nuit du droit. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir invités, Elsa Boucard de son accueil et Philippe Pagès également. Alors, je suis Marine Ranouille, je suis maître de conférence à l'École de droit de la Sorbonne et je vais vous parler de cet ouvrage et j'aurai avec moi pour poser des questions, en plus de vous. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est juste au cas où vous seriez timide. J'ai mon collègue et ami Pierre Bonin, qui est historien du droit et professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Je laisse se présenter qui va être là. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis, vous savez, dans les contes de fées, il y a des princesses et des reines. Moi, je suis ici dans le rôle du prince consort, c'est-à-dire que le travail, c'est Madame Ranouille qui l'a fait, c'est elle qui a dirigé le livre, c'est elle qui va en parler. Moi, je suis là uniquement pour lui poser des questions, lui poser les premières questions. Souvent, la première question est la plus difficile à poser. Donc, soit on passe directement à la deuxième question, soit on fait venir quelqu'un pour briser la glace. Ce sera uniquement mon rôle, donc il va être extrêmement discret. Je suis dans le petit monde des facultés de droit, un historien, donc j'ai l'habitude d'être un petit peu sur le côté et d'avoir un regard parfois un petit peu décalé, mais je crois vraiment que c'est le propos et il nous faut vraiment remercier tous les organisateurs d'avoir joué le jeu, d'entrer dans le droit par une porte qui est tout à fait inattendue et qui en fait ouvre des perspectives absolument passionnantes, qui est celle du conte de fées. Mais ça, tu vas nous en parler, Marine. Merci beaucoup. Alors comme on est un peu dans un rapport, une salle bien recouverte de rouge, de velours, un peu d'intimité, je vais vous parler librement de l'origine de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif qui est paru en 2018, 2019, et qui a pour but d'analyser juridiquement des contes de fées. Alors pour la petite histoire, c'est comme vous tous, j'ai relu les contes de fées avec mes enfants, et parfois, quand on en a marre de regarder pour la troisième fois le même épisode de Walt Disney, qui, en fait, tous les contes de Walt Disney sont des contes de Perrault, on se pose des questions. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable que dans Cendrillon, dans La Belle au bois dormant, dans tous ces contes, la femme ait une place si importante.
vous me dites si ça va là, Elsa? La femme a une place assez importante. Alors je me suis un peu renseignée sur les contes de fées et je me suis rendu compte en cherchant que les psychologues, les psychanalystes, les littéraires, les historiens, tout le monde avait étudié les contes de fées, sauf les juristes. Et en cherchant un peu plus loin, je me suis rendu compte, on y reviendra, que les contes de fées qui sont un savoir partagé depuis plus de 3 millénaires, du folklore qui a été écrit après, finalement, dans leur dernière version, qu'on connaît mieux, ils avaient été écrits par Perrault, fin du XVIIe siècle, et par les frères Grimm. Je me suis attachée à ces versions. Or, Perrault était avocat au Parlement de Paris, et Grimm, Jacob Grimm, avait fait une thèse, il avait fait 1 an d'assistant pour faire une thèse avec von Savigny à Paris, et finalement il a abandonné. Donc c'était des gens qui connaissaient le droit, qui ont rédigé ces contes de fées et qui s'y sont intéressés. Partant de là, avec un collègue, Nicolas Dissot, on a réussi à convaincre 30 universitaires de travailler avec nous. Et finalement, au premier abord, l'entreprise peut paraître complètement déraisonnable, complètement sans intérêt, finalement, de chercher ce qui peut révéler le droit dans des contes de fées, alors que, et j'ai justement pris sur Internet, on a à peu près 10 500 lois et 127 000 décrets. Et est-ce que les universitaires n'ont pas d'autre chose à faire que de chercher le droit dans des contes de fées? Alors la réponse pour ces 30 universitaires a été non, et c'est un certain acte de résistance face au droit actuel qui est très technique, fait de statistiques, etc. On a voulu essayer de prendre un peu de hauteur. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? À compter qu'on ait trouvé quelque chose. Alors on s'est déjà rendu compte que les contes de fées sont un savoir partagé depuis plus de 3 millénaires dans le monde entier, en réalité. Et ce folklore se transmettait par oral, puis par écrit. Dans un premier temps, on a observé que peu importe l'essor de la rationalité, le scientisme, les lumières, tout le monde adore les contes de fées, et les contes de fées n'ont pas disparu. Et même au XIXe siècle, les littéraires ont lancé une grande collecte des contes de fées dans le monde entier. Et même des auteurs comme Flaubert, considéré comme le père du réalisme, écrivait, je cite, en 1852, « J'ai lu ces jours-ci les contes de fées de Perrault, c'est charmant, c'est charmant. » Et finalement, on peut bien moquer des rituels, la magie, mais tout le monde reste assoiffé, comme ça, de poésie, de magie, de légende. Et finalement, si on y regarde de plus près, il peut y avoir certains points communs entre la loi et les contes, ne serait-ce que l'internationalité, la clarté, la lisibilité, l'accessibilité. Et si on était un esprit un peu provocateur, on pourrait dire que les contes de fées ont échoué. Allô ? Oui, les contes de fées ont réussi là où la loi a échoué. Puisque, évidemment, tout le monde connaît Cendrillon dans le monde entier, tout le monde connaît les morales de ces contes de fées. Alors, vous me direz, oui, mais les contes de fées, c'est jamais... C'est jamais que des histoires pour enfants. Alors, en réalité, c'est pas vrai. C'est une idée répandue depuis le XIXe siècle, mais c'est pas vrai. Un académicien français qui est décédé maintenant, Fumaroli, disait que justement des contes de fées ont beaucoup souffert de cette contre-publicité, alors même qu'à l'origine, c'était à destination d'un public lettré et adulte. Et il dit même que finalement, ces contes de fées, je vais essayer de vous citer, mais sinon je vous dis comme ça, ces contes de fées, en étant pris comme des textes pour enfants, a empêché un certain public de les comprendre. Et il affirme que ces contes de fées ont un sens second. Et qu'il me semble que qui serait le plus à même de comprendre ce sens second que les juristes. Et c'est en partant de cette hypothèse, de cette promesse de fécondité, que nous avons recherché
les rapports entre le droit et des contes de fées. Et finalement, il en est ressorti qu'il me semble qu'il y a un droit des contes de fées, que les contes de fées répondent à un certain droit, certaines règles, et également qu'il y a un droit particulier qui est décrit dans les contes de fées. Je m'explique. Ce n'est pas le droit de l'époque, puisqu'on sait que des auteurs, enfin on parle de Perrault et Grimm, ce qui est le plus proche de nous et ce qu'on connaît, les auteurs étaient des juristes et pourtant ils ne décrivent pas le droit comme celui de l'époque dans leur histoire. Je vous donnerai qu'un exemple. Dans les contes de Perrault, la belle-mère de Cendrillon gouverne le foyer. Le père ne dit rien, c'est elle qui a l'autorité absolue. À une époque où la puissance maritale et paternelle est totale. Donc il y a déjà un petit désaccord. On peut trouver plein d'autres exemples. Par exemple, dans Le Chaboté, chaque enfant hérite d'un bien de valeurs différentes. Et le petit dernier a un chat, qui en fait sait faire plein de choses. Mais il a un chat, alors qu'à l'époque, je parle sous le contrôle de Pierre, mais on sait que dans les pays du Nord au-dessus de la Loire, c'était le droit d'aînesse qui prévalait encore. Et pourtant, il donne à tout le monde. Donc il y a cette idée d'égalité, de liberté. Alors si vous voulez bien, je vais reprendre les deux points. Déjà, dans un premier temps, on va voir qu'il y a un droit des contes de fées. Et dans un second temps, on verra qu'il y a le droit qui est représenté dans les contes de fées est sublimé. Et en fait, un droit inspiré. Et enfin, pour conclure, si cela vous convient, on prendra quelques exemples, notamment dans Cendrillon, pour appuyer les propos, quelles sont les solutions juridiques proposées et qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui de la jurisprudence Cendrillon. Alors, dans un premier temps, je vous disais qu'il y a un droit des contes de fées. Ça veut dire que les contes de fées obéissent à certaines règles. Que tout ce que vous connaissez, tout ce qui est issu de Walt Disney ou tout ce qui est dans les livres que vous avez, tous ces textes obéissent à une règle. Déjà des règles substantielles et après des règles de fond. Alors sur la forme, c'est toujours la même structuration. On commence par « il était une fois » et après on vous décrit une situation. On vous décrit une situation, mais en qualifiant les parties par rapport à l'héroïne. On vous parlera du père ou de la mère de Cendrillon, de la belle-mère de la Belle au bois dormant. On vous parlera des parents du Petit Poucet. Tout le monde est qualifié par rapport au personnage principal. Et c'est un peu comme dans une décision de justice, dans les arrêts de la Cour de cassation. Bon, jusqu'en 2019, il y avait les attendus que, donc on faisait le parallèle avec Il était une fois, ça n'existe plus. Mais en tout cas, dans une décision de justice, vous savez très bien on expose les faits en qualifiant les parties. L'acheteur, le vendeur, le demandeur, le défendeur. Donc c'est un peu le même principe, une fiction est déroulée. On explique les faits. On explique ce qui s'est passé avant et quel est le problème. Par exemple, le Petit Poucet a été perdu, la femme de Barbe Bleue est coincée dans une chambre, le Cendrillon se fait persécuter par ses sœurs et par sa mère. De même qu'on vous dira que le vendeur dit qu'il n'a pas été payé et demande à l'acheteur le paiement ou des dommages à intérêts. On vous dit quel est le problème et où on en est. Ensuite, on résout le problème. Et là, c'est très différent parce que dans les décisions de justice, le problème est résolu par le droit. Il y a une règle de droit qui s'applique, puis une conclusion. Tandis que dans les contes de fées, on ne fait pas appel au droit. Il n'y a jamais de droit dans les contes de fées. Il n'y a jamais de juge. Tout ça, ça n'existe pas. C'est volontairement en dehors du droit. Et on vous explique juste qu'il y a un problème. Et qui va régler ce problème? L'intervention de la magie, souvent. La bonne fée, qui va aider Cendrillon, ou alors l'intervention extraordinaire du destin. Dans Barbe Bleue, la dernière épouse qui est enfermée
On la suit depuis le début, avant que son mari parte en voyage d'affaires. Et tout d'un coup, elle est sauvée par un cavalier au galop qui est un de ses frères qui arrive. On n'avait jamais entendu parler du frère. C'est vraiment cette idée, soit la magie, soit une intervention extraordinaire du destin. Mais ça mène toujours à une solution. Et la solution, comme la solution de justice, est un principe et a vocation à la pérennité. Donc dans ce sens-là, on peut comparer, au moins substantiellement, les contes de fées sur la forme et les décisions de justice. Et bien sûr, dans ces contes, il y a toujours ces étapes qui sont respectées. Alors parfois même, il y a une petite conclusion. Parfois, il y a une petite morale à la fin des contes. Perrault y tenait beaucoup, ça dépend des rédacteurs des contes. Il y a également, dans le droit des contes de fées, sur la forme, il y a des règles, mais il y a aussi des règles sur le fond. Et sur le fond, la première règle, et la principale qui existe, est que le bien doit toujours être récompensé et le mal doit toujours être puni. Voilà, donc c'est vraiment de la justice rétributive. On doit punir le mal, récompenser le bien. Et c'est là où c'est assez amusant, c'est que c'est une règle cardinale, et il y a eu une évolution dans les contes de fées qui fait qu'au fur et à mesure des siècles, ils ont été très édulcorés. Je vous donne un exemple. Il y a à peu près 345 versions de Cendrillon, un peu moins de La Belle au bois dormant, mais les versions originaires, La Belle au bois dormant, par exemple, c'est une jeune fille qui est endormie, très bien, et il se trouve qu'elle est endormie et un prince qui chasse passe par là. Voyant cette jeune fille endormie, il la viole, ou si on dit qu'il n'y a pas de consentement, parce qu'il y a des procès maintenant pour ça, on ne peut plus faire dire La Belle au bois dormant en Angleterre, hein, ça a été interdit pour des enfants. Bon, il la viole, et finalement, il repasse par cet endroit 6 ou 7 mois après, et il entend des cris. La Belle au bois dormant est réveillée elle-même par ses cris, et en fait, elle donne naissance à 2 jumeaux. Et le prince est charmant en ce qu'il emmène la Belle au bois dormant avec ses enfants dans son château, avec sa première femme. D'accord ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus édulcoré, il y a le baiser du prince charmant, etc. Et c'est pareil pour Cendrillon. Cendrillon, à l'origine, déjà, elle ne se fait pas persécuter par ses belles-sœurs, mais par ses sœurs. En réalité, l'idée est la chose suivante. On dit qu'elle tue sa mère, Cendrillon, parce qu'elle est jalouse de la relation qu'elle a avec son père, mais ne voulant quand même pas répondre favorablement aux avances de son père, il se marie avec une dame qu'il n'aime pas du tout, et on en vient à cette situation. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus, avec la civilisation des mœurs, c'est beaucoup plus aseptisé, les contes de fées. Mais il faut bien avoir ça en tête, et ce qui fait que c'était beaucoup plus facile de récompenser le bien et punir le mal. Dans ces dernières versions, par exemple, Perrault, dans Cendrillon, ne punit pas les sœurs. En réalité, Cendrillon leur pardonne. Et ça, il avait beaucoup été critiqué au sein des littéraires pour ça, qui ont dit que c'était pas possible. Et Grimm, pourtant, qui écrit au 19e, qui reprend Cendrillon, lui, il punit bien les sœurs. Déjà, elles doivent se couper le pied, elles sont ensanglantées pour rentrer dans le chausson. Et après, quand Cendrillon se marie, il y a des colombes qui sont à côté de Cendrillon qui leur crèvent les 2 yeux. Voilà. Et ça, c'est la sanction. Donc le principe, on récompense le bien, on punit le mal. Et il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans ces règles de fond, c'est que pour dire ce qui est bien ou mal, il faut encore que les individus aient la même notion du bien et du mal. Donc dans ce sens-là, certains ont soutenu que finalement, les contes de fées était un complément de la loi, parce que c'est des valeurs partagées qu'on connaît depuis toujours. Tout le monde sera d'accord pour dire que le meurtre, c'est quelque chose de mal. La part entre le bien et le mal est très facilement faite à travers ces contes, et finalement, ça fait un savoir partagé. Et il est possible de voir dans ces contes de fées un complément de la loi, parce qu'ils aident une loi à être comprise, parce que pour qu'une loi soit efficace, il faut qu'elle soit comprise, et si des comportements sociaux ont déjà été intégrés, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'était pour
le droit que respectent les contes de fées. Après, le droit, deuxièmement, le droit qui est révélé dans les contes de fées, qui est, si je puis dire, utilisé dans le conte de fées, est un droit un peu sublimé. C'est-à-dire que ce n'est pas le droit de l'époque où écrivaient Perrault et Grimm, c'est un droit un peu rêvé. Alors, on peut penser on peut y voir certaines propositions de réforme, notamment, alors avec un regard présentiel bien sûr, hein, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les rangs, par exemple Cendrillon et une bourgeoise, et encore on n'en sait rien, mais en tout cas elle épouse un prince. On a redit pour le Chaboté, chaque enfant a quelque chose, égalité, liberté d'entreprendre, etc. Toutes ces libertés sont louées. Et on peut se demander si ce n'était pas à dessein que les auteurs de contes de fées s'affranchissaient comme ça de la réalité juridique qu'ils connaissaient pour proposer quelque chose d'autre. Alors j'en viens à un troisième temps à des exemples pratiques pour appuyer ce que je dis, et j'aurais voulu vous dire quelles sont, selon moi, les propositions de réforme qu'il y a dans certains contes. Et alors vous avez vu que j'aimais beaucoup Cendrillon, parce que c'est le conte que j'avais choisi, mais je peux vous parler d'autres choses aussi. Mais dans Cendrillon, il me semble qu'il y a 2 points qui montrent qu'il y a des propositions de réforme et que le droit, que le conte est éminemment moderne. Le premier point, je vous en parlais tout à l'heure, est le rôle de la femme. La femme, je vais vous citer ce qui est dit, mais la belle-mère de Cendrillon a toute autorité sur son mari, et on nous dit bien que le père de Cendrillon, lui, était entièrement gouverné par cette dernière. Donc ça veut bien dire que c'était le père de Cendrillon, en fait, ne décidait rien à l'époque, je vous l'ai dit, où la puissance maritale était totale. Et on peut se demander si Perrault n'a pas voulu ici défendre la condition féminine. Je vous explique pourquoi. Ça ne sort pas que de mon esprit. Il était chef de file des modernes dans le courant littéraire qui opposait les modernes et les anciens. Et il avait répondu à Boileau, qui avait écrit une satire des femmes. Il avait répondu par une apologie des femmes, où il prenait la défense des femmes, mais c'était très light, hein, comme je vais vous citer un passage. Boileau écrit « Combien n'a-t-on point vu de belles femmes aux doux yeux, avant le mariage anges si gracieux, tout à coup se changent en bourgeoises sauvages, vrais démons, à porter l'enfer dans leur ménage, et découvrant l'orgueil de leurs rudes esprits, sous leur fontange altière, à servir leur mari. » Et Perrault répond « On a beau publier et prôner en tout lieu que le sexe est autant qu'il est impérieux, la femme en son époux aime à trouver son maître, lorsque par ses vertus il mérite de l'être. » Donc il doit mériter d'être le maître, c'est déjà nouveau. « Si l'on la voit souvent résoudre et décider, c'est que le faible époux ne sait pas commander. » Donc, il légitime le fait que certaines marates, comme la belle-mère de Cendrillon, prennent l'ascendant sur le foyer si jamais le mari ne sait pas gouverner. C'est déjà beaucoup à l'époque, parce que quand on y pense, la marâtre de la belle-mère de Cendrillon, elle n'a aucun droit sur elle, parce qu'en réalité, c'est même pas sa mère. Donc, on ne voit même pas comment ce serait possible qu'elle la force à faire tout ce travail. Donc c'est la première chose, me semble-t-il, qui est que l'autorité maritale n'est pas respectée parce que la belle-mère peut tout, et l'autorité parentale non plus, puisqu'on voit bien Cendrillon fait le mur, Cendrillon se marie sans demander son avis, etc. Ce qui paraît complètement incompréhensible, surtout qu'à l'époque, on était mariés. On ne se mariait pas, on était mariés par ses parents. Et la deuxième chose qui me paraît assez moderne dans Cendrillon, pour l'époque, hein, fin du XVIIe pour Perrault, le texte sur lequel on s'appuie,
C'est cette histoire, c'est le mariage d'amour. Cendrillon, alors c'est pas clairement dit, hein, mais Cendrillon épouse un prince qui la sauve de sa situation. Alors lui, il la trouve charmante, il ne parle qu'à elle lors des 2 bals. Mais à cette époque, il faut bien savoir que le mariage d'amour est une fiction. Le mariage d'amour, ça date cette idée du 19e siècle, milieu du 19e siècle. Avant ça, cette histoire de mariage d'amour, on disait d'inclinaison au cas où le mariage arrangé, la personne vous plaisait. Mais ça n'existait pas. Finalement, c'était des liens entre des familles. Et et alors que là, en revanche, il y est bien, puisque le prince choisit Cendrillon. Elle, on ne dit pas trop qu'elle l'aime, mais en tout cas, elle ne s'y oppose pas. Et pour appuyer ce que je vous dis sur le mariage d'amour, je vais vous citer un passage de la nouvelle Jadis de Maupassant qui relate le dialogue entre une grand-mère et sa petite-fille. La grand-mère, elle vient si je puis dire, de l'ancienne époque, et la petite-fille, fin 19e, a 15 ans. Tel est le discours qui oppose le mariage de raison à celui d'inclination. La vieille dame, qui n'y voit plus clair, demande à sa petite-fille de lui faire la lecture des journaux. Cette dernière lui rapporte ce fait divers. Une femme adultère s'est vengée de son mari en le tuant par balle avant de vitrioler sa maîtresse. Elle ressort de son procès acquittée sous les applaudissements de la foule. La grand-mère, née à une époque où le mariage d'amour n'existait pas, est horrifiée par ce récit. Sa petite-fille, déjà résolument moderne, lui dit « Mais le mariage, c'est sacré, grand-mère !» Elle lui répond « C'est l'amour qui est sacré, écoute bien, fillette. » Une vieille dame qui a vécu 3 générations et qui sait bien long sur les hommes et les femmes. Le mariage et l'amour n'ont rien à voir ensemble. On ne se marie qu'une fois, fillette, parce que le monde l'exige. Mais on peut aimer 20 fois dans la vie, parce que la nature nous a fait ainsi. De ce fait, on peut quand même se dire que le fait que Cendrillon choisisse le prince ou d'autres héroïnes choisissent le prince est quand même assez en avance sur le temps de l'époque. Et enfin, peut-être, dernier point, puisqu'on a vu le droit qui régissait les contes de fées, le droit représenté dans les contes de fées. On a donné un exemple de ce droit sublimé, de cette modernité. Et j'aimerais peut-être qu'on se demande aujourd'hui, rapidement, parce qu'on y reviendra, ce qu'on a retenu des contes de fées. Est-ce que finalement les contes de fées ont marqué nos sociétés en droit? Alors si on prend le cas de Cendrillon, la première version de Cendrillon, c'est 9e siècle avant Jésus-Christ, écrite en Asie mineure, d'où le petit pied, qui a un symbole d'érotisme là-bas, avec les petites bandelettes. Et depuis ce 9e siècle, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous en reste? En réalité, on a pris acte de la jurisprudence Cendrillon, on a légiféré en ce sens, mais on a mis très longtemps. Je vous donne un exemple, par exemple pour le harcèlement moral. Alors j'ai mis la date, mais le harcèlement moral dont elle est victime par ses sœurs n'est finalement sanctionné que depuis une loi de 2014. De même, et même plus préoccupant, la situation de Cendrillon, qui est finalement d'être presque une esclave domestique, cette situation est illégale que depuis une loi du 5 août 2013 en pénal. Alors je vous donne les faits. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une Sénégalaise qui vivait chez des gens en tant que nounou et bonne à tout faire, qui travaillait 18 heures sur 24, sans sortie, sans salaire, sans rien, et qui dormait sur un matelas à même la chambre des enfants, Cendrillon moderne. Et finalement, toute son affaire est allée jusqu'à la CEDH, et dans un arrêt Sidi Adin contre France, rendu le 26 juillet 2005,
la France est condamnée. Et finalement, pour se conformer aux injonctions de la juridiction du Conseil de l'Europe, une loi est votée le 5 août, adoptée le 5 août 2013, et elle inscrit dans le Code pénal 3 nouvelles infractions que nous n'avions pas, celle de réduction en esclavage, celle de travail forcé et celle de réduction en servitude. Auparavant, on n'avait pas ces infractions, ça ne veut pas dire que c'était autorisé, partagé, mais il n'y avait pas de texte pénal spécifique, et vous savez bien qu'on ne peut pas condamner sans texte en droit pénal. Finalement, rien qu'en regardant ce côté-là, juste droit pénal, on se rend bien compte qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ces textes rentrent dans le droit positif et pour qu'on tire les leçons d'un conte comme Cendrillon. Je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Pierre Bonin. Merci beaucoup Marine, tu as apporté, on a préparé, donc j'avais lu à l'avance le texte de Marine, et évidemment tu n'as pas respecté ton texte et tu as apporté beaucoup d'autres choses, ce qui était beaucoup plus vivant. Bon, je vais te rendre l'appareil et je vais poser des questions qui me sont venues et qui ne sont pas forcément celles auxquelles tu pouvais t'attendre. Alors je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux, mais je vais faire venir les choses d'un petit peu loin, avec un peu des considérations de méthode, en partant du constat que depuis 25-30 ans, en France, se développent beaucoup les études de droit et littérature. Et finalement, les contes de fées, c'est une des formes de la littérature. Et ce qui m'intéresse, c'est que je crois qu'il y a une spécificité des contes de fées, c'est ce que je vais essayer de souligner en prenant appui sur ce que tu as dit. Alors traditionnellement, dans tous les travaux sur droit et littérature, maintenant, depuis une trentaine d'années, on dit, ben voilà, nous les Français, on est nuls, on est en retard, les Américains ont beaucoup d'avance sur nous. Vous savez, c'est classique de dire, on fait comme les Américains, ça valorise ce qu'on fait, c'est mieux. Et il y a une espèce de... quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la légende, un petit peu, en fait, un conte de fées, qui s'est écrit, qui fait remonter à deux tendances depuis un siècle aux États-Unis, les études de droit et littérature, avec deux façons de procéder en gros, soit voir le droit comme une littérature. Le droit, c'est un discours, le droit, c'est une représentation de la réalité, et donc ça peut s'analyser en tant que discours, ça produit des textes qu'on peut analyser en tant que texte. Le droit comme littérature, et puis l'autre aspect, c'est le droit dans la littérature. Comment le droit est mis en scène par les auteurs. Et la plupart des gens qui travaillent sur ces questions-là font cette introduction, celle que je viens de faire. On fait tous pareil, en disant, voilà, depuis un siècle aux États-Unis, il y a deux façons de faire. Et puis en fait, très souvent, on oublie complètement la littérature comme droit, et on ne fait plus que le droit dans la littérature. C'est pas du tout ce que tu as fait. Toi, tu as vraiment tenu les deux branches. Et bon, je crois que ce discours classique sur voilà, on doit tout aux Américains, il faut absolument nous inspirer des Américains, c'est un petit peu réducteur parce que ça se fait en France depuis bien longtemps également. Et puis je vous dis, on dit qu'il y a deux branches et la plupart des gens, sauf Marine, n'en traitent qu'une. Mais je commence par la littérature comme droit. Tu nous as dit, le conte de fées, finalement, il y a un art du conte de fées et un art, il y a des règles de l'art. Le conte de fées, il obéit à des règles. J'emploie un autre mot. Il y a des codes. Le mot code, c'est un mot fondamentalement juridique. Ça fonctionne comme le droit. Il y a un système avec une combinaison de règles, vous pouvez dire de normes si vous voulez. Bon. Et tu es allé plus loin parce que tu as dit, dans ces règles, dans ces codes du conte de fées, le droit joue un rôle, mais en fait, par convention, là aussi, très juridique. Il y a une espèce de contrat entre celui qui raconte le conte ou qui écrit le conte et celui qui le lit. Quand on lit un conte de fées, on s'attend à certaines choses, on attend que le contrat soit rempli, très juridique aussi. Et donc le droit dans les contes de fées, il est un peu tenu sous le boisseau, et en fait, ce qui est le droit dans la réalité, dans le conte de fées, c'est la magie.
Tu l'as dit, hein? Eh ben oui, le droit, c'est de la magie. Évidemment. Alors, je pourrais vous le démontrer en remontant aux origines du droit. Au départ, le droit et la magie, c'est deux faces de la même chose. La magie, la religion, si vous voulez, les 10 commandements, les 10 paroles, c'est de la religion ou c'est du droit? Ben, les deux, à la fois, en même temps. Mais c'est trop facile. C'est toujours facile de dire on va remonter dans le temps. De toute façon, on n'y était pas, on peut dire ce qu'on veut. Prenons-le dans l'autre sens, à l'autre bout, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, là, on est en 2023, c'est ça? En 2023, au moment où nous parlons, voyez le lieu dans lequel nous sommes. Chez moi, c'est pas comme ça. Hein. Ma salle à manger, elle n'est pas comme ça. Chez mon boulanger, c'est pas comme ça. Quand je vais à la sécurité sociale, c'est pas comme ça. Nous sommes dans un lieu tout à fait particulier parce que c'est un lieu où on va dire le droit. Jurisdiction, on va dire le droit, on va énoncer ce qu'est le droit. Et on ne peut pas le faire n'importe où, on ne peut pas le faire dans un hangar, on ne peut pas le faire n'importe où. Magie du droit. Regardez ce qui est marqué. Autour de nous, nous avons les noms des premiers présidents du Parlement de Toulouse. Depuis les origines du Parlement, je ne vois pas là où je suis, mais oui, enfin bon, ils y sont tous. On a mis les noms à la suite, les uns des autres, du Parlement des premiers présidents du Parlement de Toulouse. Et alors, qu'est-ce que ça produit, cette mise en série? Ça produit une idée de continuité. Nous sommes ici à la Cour d'appel, c'est les lieux de l'ancien Parlement, et la Cour d'appel s'inscrit dans le prolongement. On construit une continuité, c'est de la magie, prétendre à cette continuité. La gare Matabio, on est à Toulouse, ça perd l'hypopète, la gare Matabio, elle est construite sur un abattoir. Matabio, c'est tuer les bœufs, tuer les vaches. C'est un abattoir. Les gens de la SNCF, ils ne revendiquent pas une continuité entre l'abattoir et la gare. Le droit construit la magie et on est tout le temps en train de fonctionner en droit de façon avec des outils magiques. Un outil très fréquent en droit, c'est la fiction. Dans la réalité, dans le monde concret, une chose n'est pas, mais le droit va dire on va faire comme si. Et on va faire produire des effets à cette fiction. Une autre marque de la magie, et puis je passe à autre chose après, le costume. On parlait de Matabio. Un boucher, est-ce qu'il est habillé comme nous sommes habillés maintenant dans cette salle? Non, un boucher, il a une blouse, il a un costume de boucher, parce qu'il manie de la viande, il manie des tripes, il y a du sang, il se salit. Donc, il a une blouse. Un astronaute, il est dans l'espace, il y a des conditions extrêmement particulières. S'il est en tongs et en bermuda, il va à la fois brûler et geler. Il va y avoir plein de misère, donc il est obligé d'avoir un costume d'astronaute. Un juge, un avocat. Jugerait-il moins bien, plaiderait-il moins bien s'ils étaient habillés comme tout le monde? Et matériellement, on ne voit pas le lien. Et pourtant, le fait qu'ils créent une distance, parce qu'ils sont dans des lieux qui ne sont pas des lieux ordinaires, parce qu'ils ne sont pas vêtus comme tout le monde, sauf les magistrats de l'ordre administratif, mais c'est un vrai problème pour eux, mais enfin, on ne va pas en parler ici. Ça participe de la magie du droit. Le fait d'employer des mots qui ne sont pas les mots de tout le monde. Ce sont des formules magiques. Si je vous parle des Cujus, tout de suite, je crée quelque chose qui n'est pas la même chose que si je vous dis il y a quelqu'un qui est mort et puis on va traiter de son héritage. Voilà, donc un premier aspect, le conte de fées, c'est du droit. Il y a un droit du conte de fées. Et puis, il y a du droit dans le conte de fées. Le conte de fées nous dit quelque chose, et là, je crois que c'est la spécificité, parmi d'autres formes littéraires, la spécificité du conte de fées. Alors, c'est une question, mais tu répondras tout à l'heure, c'est une question que je te pose. Est-ce que le grand-père de Cendrillon, est-ce que le père du père de Cendrillon est mort? C'est un vrai problème. Je vais y revenir.
Je vous disais, bon, ça m'agace qu'on remonte toujours au droit anglais pour les études de droit et littérature. Pourtant, il y a, au droit américain, il y a dans le droit anglo-saxon, dans le common law, dans la façon anglo-saxonne d'aborder le droit, quelque chose qui pousse aux études de droit et littérature, peut-être plus que dans le droit français. Le droit français, le droit continental, héritier du droit romain, est un droit qui s'appuie sur la loi, qui s'appuie sur les codes, qui est énoncé a priori. Le droit anglo-saxon, le droit de common law, est un droit qui résonne beaucoup à partir de cas. Le juge, face à un problème, trouve une solution. Ça crée un précédent. Et quand on se retrouvera dans le même cas, quand on sera dans la même configuration, eh bien on appliquera donc la solution qui a déjà été dégagée. On fait référence au précédent. Et donc le travail des juristes dans une ambiance de common law, dans une ambiance anglo-saxonne, c'est de dire le conflit que nous avons là maintenant, il est la même chose que tel autre conflit qu'il y a eu avant, il est différent de tel autre. Donc il faut lui appliquer telle décision, tel précédent, et pas tel autre précédent. Voilà. On raisonne par cas. Et je crois que c'est vraiment le cœur de ce que l'analyse des contes de fées peut apporter à la réflexion juridique. Il va y avoir un tamisage dans le conte de fées. Et tu l'as dit, il y a une suspension du réel. Il y a plein de choses qui ne se passent pas dans la réalité. Dans la réalité, les citrouilles ne se transforment pas en carrosses. Et dans la réalité, on ne va pas se mentir non plus, les bergères n'épousent pas des princes. Pourtant, dans le conte de fées, ça se produit. Donc, il y a un effet de loupe, il y a un effet grossissant. Il y a une situation qui va être exacerbée. On va faire sortir les grands traits. Tu aimes Cendrillon, dans Cendrillon, le problème, qui est un problème humain, qui est un problème social, c'est le problème de la marâtre, c'est le problème de la belle-mère. Et c'est un problème qui est posé au droit. Comment on fait en cas de remariage, et de remariage avec une personne qui a elle-même des enfants, pour éviter que, en l'occurrence la fille du premier lit, ne soit désavantagée, voire persécutée, ce qui est une réalité humaine. On aime plus ses enfants que les enfants des autres, même les enfants de son conjoint. Donc voilà, il y a un problème humain, il y a un problème social, c'est un problème posé au juridique, c'est un problème juridique. Il y a un cas qui donne matière à réfléchir. Et je l'illustre par ma question. Est-ce que le père du père de Cendrillon est vivant ou non ? Voilà, là, ça m'est venu en t'écoutant. Perrault, XVIIe siècle. Tu nous dis, bon, la condition de la femme, l'autorité maritale, tout ça est parfaitement exact. Mais enfin, l'argent. Qui a l'argent ? Si le père de Cendrillon est orphelin, il a hérité de son père, il a de l'argent. Si le père de Cendrillon n'est pas orphelin, il n'a rien. Le capital est entre les mains de son père. En revanche, son épouse, qui est vraisemblablement une veuve remariée d'ailleurs, puisqu'elle a des filles, l'épouse, par définition, est une femme mariée. Donc, au moment du mariage, son père, celui qui fait fonction de père, lui a constitué une dot. Donc, dans le fonctionnement du couple, si le grand-père est toujours vivant, le mari n'a rien. Il a des espérances. Il héritera de son père plus tard, quand le père mourra. Mais pour l'instant, dans le fonctionnement quotidien du couple, il n'a rien, il n'a que l'argent de poche que papa veut bien lui donner, que le grand-père de Cendrillon veut bien lui donner. En revanche, l'épouse, elle a une dot. Elle a reçu, en quelque sorte, son héritage par avance. Donc celle qui a le pognon, c'est la femme. Et donc elle tient son mari. Alors évidemment, ce n'est pas une vérité générale. Vous voyez que ça suppose toute une réflexion sur une configuration familiale donnée. Ce n'est pas une vérité générale. Et chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça n'a aucun enjeu. Dans le milieu social dont il s'agit, de toute évidence, on est chez des gens où il y a du capital, c'est une vraie question, c'est une réalité sociologique au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Souvent, le mari, relativement jeune, est en fait l'employé de son épouse, parce que c'est elle qui a l'argent. Et le droit est là pour faire en sorte que le mari ne puisse pas dilapider la dot de son épouse.
Bon, c'est juste un exemple de ce que t'écouter sur les contes de fées m'a fait gamberger. Voilà. Le conte de fées, ça nous donne des situations, ça nous donne une réalité humaine stylisée, simplifiée, un idéal type. On écarte tous les détails, on va à l'essentiel, on force le trait pour bien mettre en évidence. Et ça pose des vraies questions, et c'est tout à fait ce que tu fais. Ce sont la configuration de Cendrillon, comment elle se règle, comment le problème de la marâtre, de la belle-mère, des relations belle-mère-belle-fille se règle à l'époque de Perrault ou à l'époque des frères Grimm, comment aujourd'hui on le règle. Et j'en viens à ma question qui n'a absolument rien à voir, encore que. Alors, vous le voyez pas complètement, c'est loin, mais sur la couverture du volume, il y a une pomme qui a été croquée. Ça, vous le voyez peut-être pour ceux qui ont les meilleurs yeux de loin. Vous voyez, on fait du droit et puis on est presque aussi chez l'ophtalmo. Il y a une pomme qui a été croquée. Bon, on voit la signification. Blanche-Neige qui a mangé la pomme, ça reste coincé dans son gosier, etc. Mais la pomme, au moins dans l'imaginaire occidental, c'est pas que ça. La pomme, même si c'est une erreur de traduction de la Bible, c'est le péché originel. C'est Adam et Ève, la pomme. Donc croquer la pomme, il y a une dimension sexuelle. Hein, c'est être déniaisé. Et ça, c'est quelque chose qui me pose problème depuis des années, donc je suis ravi d'avoir l'occasion publiquement de te poser la question. Ça, personne ne peut le voir, vous me croyez sur parole. Le titre du bouquin, Analyse juridique des contes de fées. Mais il y a un surtitre. Fort logiquement, s'agissant des contes de fées, le surtitre, c'est « Il était une fois ». D'accord ? Le « il » de « Il était une fois », c'est une lettrine. Le « il », le « i », la première lettre de l'ouvrage, le « i », c'est un trognon de pomme. C'est une pomme entièrement mangée. Donc, moi, ce que je vois, c'est que nous sommes au stade où nous avons entièrement mangé la pomme. Nous sommes totalement déniaisés. En quelque sorte, nous n'y croyons plus. Alors, comment ça peut marcher, le conte de fées, et des textes qui sont vieux, alors que nous sommes devenus cyniques, nous n'y croyons plus? Ou alors mon interprétation de la couverture est complètement fausse. Alors, merci beaucoup, Pierre. Alors, je vais répondre sur la couverture. Le constat de départ, c'était de dire il y a tous ces contes de fées. D'ailleurs, le père de Cendrillon, le grand-père de Cendrillon, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, et d'ailleurs, c'est assez bien fait parce qu'on ne nous donne pas ce genre de détails. Comme Cendrillon, on ne nous donne pas son âge. On dit que c'est une fillette, 10 ans. C'est assez vague pour ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que tout le constat était de dire, voilà, il y a tous ces contes de fées qui véhiculent du droit, qui sont à savoir partagés, etc. D'ailleurs, au passage, Jacob Grimm, je vous avais dit, était l'élève de Savigny, qui était le fondateur de l'école historique du droit. Et lui, ce qu'il disait, c'était qu'en fait, le droit n'a d'utilité, ne doit exister que pour prendre acte des comportements socialement partagés. C'est-à-dire que le droit doit acter de l'esprit des peuples. Donc avant tout, il faut que tout le monde soit d'accord, par exemple, pour dire que le meurtre est une infraction, pour qu'il puisse y avoir cela. Donc c'est une vision complètement particulière. Il y a un droit inné, naturel, avant qu'il existe, et finalement, l'autorité législative n'est là que pour en prendre acte, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, pour le trognon de pomme, on s'est dit, bon, il y avait beaucoup de contes de fées, tout le monde les connaissait, internationaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contes de fées. Alors après, en parlant avec mes étudiants et tout, il y en a qui me disent, Madame, il n'y a plus de contes de fées, mais il y a quand même Harry Potter. Oui, il y a la magie, c'est un roman d'éducation, mais ce serait un nouveau conte de fées. Mais sinon, il n'y a pas de conte de fées. Tout simplement parce que, est-ce que mondialement, aujourd'hui, il y a une valeur partagée qui pourrait être l'objet d'un conte? Si j'écrivais aujourd'hui un conte, j'écrirais un conte pour l'écologie, on porte atteinte aux arts, peut-être ça marcherait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus si clair que ça. Et on s'est demandé si le fait que le droit soit devenu de plus en plus complexe
de plus en plus technique. Ce qui fait que le commun des mortels, enfin, même moi je ne connais pas du tout toutes ces règles de droit, et que ce droit soit fait pour des spécialistes, est-ce que c'est pas ce qui le rend inaccessible pour pouvoir le mettre aujourd'hui au centre de compte? Et c'était cette idée, il n'y a plus de contes de fées parce qu'il n'y a plus de loi bien faite. D'où le trognon. Mais c'est une hypothèse. Parce que si on voulait, alors je vous pose la question, si on voulait créer un conte aujourd'hui, quel est un comportement qu'on sanctionnerait? Oui. Alors voilà, c'est cette histoire de baiser consenti qu'aujourd'hui on n'accepterait plus ça, c'est ça monsieur? Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, il y a eu, c'est ce que je disais en Angleterre, il y a eu un procès il y a 4 ans d'une mère de famille contre une crèche et contre l'éducation anglaise parce que justement ils faisaient lire aux enfants La Belle au bois dormant à 5 ans et elle disait que c'était inadmissible pour de baiser non consenti. Entièrement raison. Merci beaucoup, monsieur. Oui. S'il y a des questions, j'ai un micro. Bonjour madame. Bonjour. On pourrait imaginer un conte de fées qui pénalise l'écocide, c'est-à-dire la destruction de l'environnement. Alors moi c'est vrai que c'est l'idée qui pourrait aujourd'hui être partagée, mais par exemple, est-ce que vous pensez que ça aurait du poids en Chine ou en Inde? Mais oui, c'est exactement, vous avez entièrement raison, je pense que c'est la seule idée qui fait, qui pourrait aujourd'hui faire un nouveau conte de fées. Parce parfois on dit oui, c'est peut-être que les enfants ne peuvent pas être mariés trop jeunes. Ben, il y a des pays où ça se fait, où c'est pas partagé. Mais là, c'est une très bonne idée, on pourrait écrire un conte. Vous parlez de l'Inde, de la Chine. Est-ce qu'il y a une dimension politique au conte? Est-ce qu'il y a quelque chose de fantasmé ou de désiré comme organisation politique qui ressort des différents contes de fées ou pas? Une organisation, pardon? Politique. Alors non. En réalité, justement, c'est pour ça que alors, tout ce savoir est partagé. Après, il y a des variantes selon les pays. Et c'est pour ça que c'est assez bien fait. J'y pensais, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'État. Il y a quand même l'Église, mais que dans Grimm, pas dans Perrault. Et je pense justement c'est pour pouvoir s'adapter à tous les pays. Enfin, je formule l'hypothèse. Il y a d'autres questions? Bonjour. Dans une des premières phrases de votre introduction, vous avez utilisé 2 noms de famille, Charles Perrault, bien sûr, et puis également Walt Disney. Donc, si vous regardez les interprétations des contes, ils sont des fois assez différents. Si on prend La Belle au bois dormant, vous avez signalé que le prince charmant, il arrive au bon moment dans le cadre de Charles Perrault. Il arrive, la forêt s'ouvre, etc. Alors que dans le cadre de Walt Disney, il doit se bagarrer contre un dragon, il doit couper des branches pour pouvoir accéder au château. Alors, est-ce que les contes, en fait, enfin, la réécriture des contes ne dépend pas des pays et ne dépend pas en particulier du droit de ces pays? Alors, si vous avez entièrement raison, le fond est toujours le même, mais c'est en fonction de ces différents scénarios que se distinguent les contes de fées, même les mêmes contes de fées. Par exemple, dans la version de Perrault de Cendrillon, elle fait appel à la marraine, la bonne fée, qui lui change ses habits par la magie. Dans le conte de Grimm, elle n'existe pas. En fait, c'est un arbre, donc plus tourné vers la nature, c'est un arbre sur lequel elle pleure et des petits oiseaux viennent l'aider. C'est pas exactement la même chose. Donc je pense que vous avez entièrement raison, que effectivement ça dépend de l'auteur et ça dépend aussi certainement de l'environnement. Et il y a on le sait bien, par exemple avec les contes russes. Ils ont notre base, mais après ils ont tout un folklore
qui leur est propre. Ils ont créé la Baba Yaga, d'autres choses. Vous avez entièrement raison. Pardon, je passe. Pour prolonger, je crois justement qu'on est en plein dans un des nœuds où on unit le droit et les contes de fées, c'est la question de l'interprétation. Dans une tradition continentale, européenne, le droit, ce sont des textes, le juge, il a des textes, et puis en face de lui, il a des gens. Et il doit faire le lien entre les deux. Et les textes, ils n'ont jamais tout prévu. Sauf que le juge n'a pas le droit de dire « je ne trouve pas dans le droit la solution au problème ». Donc les textes, il doit les solliciter, il doit les interpréter. Et de la même façon, le conte de fées, il n'a pas un sens évident. Il peut y avoir des reformulations, des réaménagements, chacun le prend comme il veut, c'est ce qui fait sa richesse, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Du coup, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qui a gagné le procès ou pas? Le procès d'esclavage domestique? Le procès, quand vous avez dit que la mère avait porté plainte contre l'éducation et la crèche. Ah oui, alors dans l'État, ça a été déclaré recevable et finalement les juges britanniques, c'était à Londres, n'ont pas interdit la lecture dans les crèches, mais de ce qui est écrit, plus personne ne le fait. C'est devenu un sujet controversé. Il y a très longtemps, j'ai lu un texte. Je vous le dis, moi, j'ai pas un avis spécial sur la question, qui interprétait justement les contes de Perrault, non comme étant des contes pour enfants, mais en fait des contes pour adultes, même voire pour parents. Parents, même si votre enfant, vous êtes paysan, votre enfant, votre petit garçon est très faible physiquement, ne le tuez pas ou ne l'abandonnez pas, il peut apporter autre chose. Père, n'ayez pas de relation amoureuse avec votre fille, etc., etc. Et qu'en fait, le lien alors entre la morale et le droit, c'était une façon de critiquer cette espèce de tyrannie absolue qui allait jusqu'à l'infanticide des adultes, parentaux ou autres, sur les enfants. Enfin, j'avais lu cette analyse que je vous laisse commenter parce que ce n'est pas du tout de mon ressort. Peut-être dire un mot par rapport aussi, je voyais ça dans votre ouvrage sur Peau d'âne, sur le thème de l'inceste, mais je crois que c'est en complément de la question qui vient d'être posée. On vous écoute. Alors vous avez entièrement raison. Enfin moi c'est ce que je pense, Madame, que c'était à vocation d'un public lettré, pas que d'un public enfantin. Évidemment, ça donne certaines morales. Vous l'avez très bien dit. Mais quand vous parlez du petit poussé, pas abandonner son enfant, en réalité, j'ai l'impression que nous on l'observe comme ça aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'avais cherché un peu pour voir la condition de Cendrillon, ce que devaient ses parents ou pas. Et en réalité, au XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe même, c'était très commun d'abandonner son enfant. C'était comme ça, j'avais trouvé des statistiques. À ce sujet, finalement, l'enfant n'était pas une richesse. L'enfant gênait, l'enfant embêtait, donc on pouvait tout à fait s'en débarrasser, si je puis dire. Et ça se faisait assez bien. Et de plus, toute la pédiatrie, etc., ça arrivait bien plus tard. En fait, c'était pas grave de perdre ses enfants. Et je vais vous citer... Attendez, j'avais trouvé un chiffre fou. Voilà. Un lieutenant de police... Un lieutenant de police en 1780 constate que sur 21 000 enfants qui naissent à Paris, seuls 1000 restent avec leurs parents. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et en plus,
les enfants étaient éloignés. On les retrouvait un peu plus tard quand c'est des films d'époque où vous voyez la fille qui sort du couvent et qui revoit sa maman qu'elle n'avait pas vue depuis sa naissance. C'était un peu l'idée. On les mettait loin, sans gêner, et finalement, le petit poussé, ça existait. Traiter Cendrillon comme sa belle-mère l'a traité, aujourd'hui, ça nous choque, mais après tout, elle n'avait aucune obligation vis-à-vis d'elle. Donc, dans ce sens, moi je vous suis, c'est des morales à l'attention des adultes, des parents, mais je pense aussi que le contexte social n'était pas du tout le même que le nôtre vis-à-vis des enfants, donc ça nous marque beaucoup plus. Donc ce qui était... peut-être que c'était une façon justement de critiquer cet état. Et c'est là, ça je ne l'avais pas vu. Et on peut tout à fait le voir comme ça. On doit sublimer, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants dans des contes, alors qu'à l'époque, dans la société, ils n'ont pas vraiment de place. Des questions? Sinon, moi, je vais vous relancer sur Peau d'âne. Ah oui. Qui passait le sujet, mais parce que finalement, comme vous dites dans le livre, je ne sais plus quel de vos collègues, il y a un chapitre dédié à Peau d'âne. Oui. On dit qu'on Oui. parle de l'indicible, parce qu'effectivement, Oui. on est sur l'inceste, donc peut-être je vais vous laisser la parole pour en parler plus longuement. Oui, alors, un des interdits qui est globalement partagé, mais pas dans le monde entier, mais globalement partagé, c'est effectivement l'inceste. Et dans Peau d'âne, c'est tout à fait cette idée de prohibition de l'inceste. Et en réalité, si on remonte un peu plus loin, même quand on lit l'analyse psychanalytique des contes de fées de Bettelheim, c'est une question centrale. Et en réalité, si on cherche dans les versions des contes de fées, disons, du XIVe, XVe siècle, cet inceste, c'est dans tous les contes. C'est à l'origine de La Belle au bois dormant, c'est aussi à l'origine de Cendrillon, cet inceste qu'il ait eu lieu ou qu'il ait été refusé. C'est un des interdits majeurs de ces sociétés et partagé par presque toutes les sociétés qui connaissent ces contes. Pierre ? Oui, je crois que l'interdit de l'inceste est universel. On pourrait développer, il y a des travaux de Durkheim là-dessus. Il y a des problèmes qui sont d'abord des problèmes physiologiques, nous le savons. Si les gènes des parents sont trop proches, assez vite, les enfants, et surtout si ça se reproduit sur plusieurs générations, ont des problèmes génétiques, ont des maladies. Bon. Donc je crois que l'interdit de l'inceste est quelque chose qui est assez universel. Et quand tu dis il y a des endroits où c'est permis, en fait il faut regarder ce dont il s'agit. Oui, le pharaon en Égypte, il couche avec sa sœur, ou sa demi-sœur, qui est peut-être sa tante ou sa nièce, ou bon voilà, et qui était la femme de son père. Bon. Mais pharaon, c'est pas un homme, hein, c'est un dieu. Et donc les cas avérés, historiques, d'inceste socialement acceptés, en fait, ce ne sont pas des gens qui sont dans la société. Ils sont toujours à part, il y a une dimension religieuse. Donc l'interdit, je crois qu'on peut le considérer comme universel, dès lors qu'on ne prend pas des exceptions pour des règles admises dans une société donnée. Maintenant, ce qui va changer, et ça fait partie aussi des richesses des contes de fées, c'est que c'est la façon de dire les choses. Là, les contes dont nous parlons, tu l'as très clairement dit au départ, en fait, ce sont des textes des frères Grimm au début du XIXe siècle ou de Perrault dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Nous avons les textes, et puis nous savons que ces textes ne sont qu'une version, dans le cas de Cendrillon, parmi à peu près 350 récits qu'on a identifiés sur la même trame, mais avec des variations et des façons d'exprimer les choses qui sont très différentes. Vous avez tous entendu parler du complexe d'Œdipe. Nous avons tous un complexe d'Œdipe. Ça, c'est Freud qui nous l'a révélé. C'est quand même quelque chose que tous les petits garçons aient envie de coucher avec leur mère. Ça a été, et puis ça n'a pas été facile à énoncer. Et même le dire encore, ça choque. Pourquoi Freud est-il allé chercher Oedipe ? Certes, et là
je prends comme pari, mais on pourrait le défendre, que les mythes grecs, ce sont leurs contes de fées. Ça fonctionne exactement de la même façon. Et dans Oedipe Roi, c'est un livre une pièce de théâtre absolument extraordinaire, où Oedipe, il y a une épidémie, etc., il y a un malheur, on sait que quelque chose se passe mal, offense les dieux. Et Oedipe mène l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les dieux sont-ils offensés? C'est un roman policier, c'est une enquête policière. C'est une enquête policière extraordinaire, c'est le premier roman policier à ma connaissance, et c'est un roman policier extraordinaire parce que, cas unique, celui qui mène l'enquête est le coupable. Et à la fin, Oedipe se rend compte que ce qui offense les dieux, c'est que lui, Oedipe, le roi, couche avec sa mère. Et ça, il ne le savait pas. Donc il se découvre coupable à l'issue de l'enquête. Et là où je veux en venir, ce n'est pas simplement cette configuration qui donne à Freud l'idée d'appeler cela le complexe d'Oedipe, ce sentiment particulier à un certain âge des enfants à l'égard des parents. Il y a une phrase très explicite. Il est dit dans Oedipe Roi, c'est Échille ou Sophocle, non, c'est Sophocle. Il est dit dans Oedipe Roi, très clairement, très explicitement, rêver de coucher avec sa mère, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est normal. Le faire vraiment, ça, c'est un problème. Et donc, je crois qu'il y a des choses universelles. En revanche, la façon de les regarder, la façon de les exprimer, elle est complètement différente. Ce qui fait que des choses qui paraissent normales dans certains contes de fées, à l'époque où nous les regardons, dans les textes que nous regardons, paraissent absolument monstrueuses beaucoup plus tard. On parlait du Petit Poucet, il y a quand même une dimension d'anthropophagie qui est énorme. Il y a un ogre qui mange les enfants. Enfin, ça fait très très peur, le Petit Poucet. Et peut-être si c'était écrit aujourd'hui, on ne l'écrirait plus du tout comme ça, parce que c'est extrêmement choquant. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. Il y a des configurations qui paraissaient normales à l'époque où c'est écrit, parce que les relations au sein du couple étaient différentes, qui aujourd'hui choquent. Donc je crois qu'il faut bien distinguer les problèmes de fond que pose le conte de fées, des questions qui sont des questions universelles, et puis la façon de l'exprimer, qui est datée, et qui date de la version du conte de fées que nous regardons. Vous savez mieux que moi que Bruno Bettelheim a écrit un bouquin sur les contes de fées et la psychanalyse. Alors, ma question, y a-t-il un lien entre les contes de fées et la psychanalyse? Alors lui, il en a trouvé un. Il en a trouvé un très important. Et en fait, analyse juridique des contes de fées, c'était pour reprendre analyse psychanalytique, il n'aime pas ce micro. Analyse psychanalytique de Bettelheim. Écoutez, moi je l'ai lu avec attention. C'est très riche parce qu'il connaît très, très bien des contes. Et de toute évidence, il y en a, ne serait-ce que par l'inceste, ne serait-ce que par les relations de jalousie dans la fratrie, et ne serait-ce que dans la démarche, parce qu'en fait, finalement, ces contes de fées, au-delà du juridique, montrent quand même des situations familiales compliquées, dans lesquelles on peut tous être pris. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Charleston, qui dit « Les contes de fées n'apprennent pas aux enfants que des dragons existent. Ils le savent déjà. Ils leur apprennent qu'on peut les vaincre. » Et pour moi, c'est vraiment ça. Voilà, c'est une situation, un triangle psychologique ou une situation qu'on a peut-être tous connue au sein de la cellule familiale, justement, et qui est résolue. Oui, c'est un peu la thèse de Bettelheim. Ça rassure les enfants, les contes de fées. Les configurations des contes de fées, ce sont des configurations fondamentalement anxiogènes. On évoquait tout à l'heure les enfants. Je ne suis pas sûr que les gens aiment moins leurs enfants. Simplement, il y a un moment donné, ils sont en train de mourir de faim. Donc ils ne peuvent pas les nourrir. Donc ils les abandonnent pour essayer de les sauver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas. Et le Petit Poucet, c'est ça. On ne peut pas nourrir les enfants. Donc on les abandonne en espérant qu'ils puissent s'en sortir parce qu'autrement ils vont mourir. Et le conte de fées, c'est la thèse de Bettelheim, décrit une situation anxiogène, mais c'est une angoisse que porte l'enfant.
mais si mes parents meurent, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si tel ou tel parent se remarie, est-ce qu'il m'aimera encore? Voilà, et c'est ça qui est décrit dans le conte de fées. Et le conte de fées, généralement, ça se finit bien. Ça rassure. Blanche-Neige, elle est abandonnée. Mais il y a des nains, donc il y a des figures qui ne sont pas des figures complètement familiales de parents, mais qui sont là autour. Il y a une marraine, il y a une fée qui vient aider, voilà. Et ça, c'est vraiment la thèse de Bettelheim. Pour avoir une lecture à hauteur d'enfant, on a bien dit que ce n'était pas la seule lecture possible des contes de fées. Mais si on prend les contes de fées comme des contes pour enfants, ce qui est une des dimensions et pas la seule, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Même s'il arrive le malheur que tu crains, tes parents meurent, tes parents se remarient, etc., tout n'est pas perdu, rassure-toi. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des grands-parents, il y a des parrains, marraines, il y a des gens autour de toi qui pourront t'aider. Il y a cette dimension fondamentalement rassurante. Mais il n'y a pas que la dimension conte pour enfants dans le conte de fées, ce à quoi on le réduit souvent. Ça parle effectivement aussi aux adultes, et sans doute à plusieurs catégories d'adultes. Si le conte de fées est au départ le produit d'une tradition orale, telle que nous l'appréhendons nous, souvent, c'est transcrit dans une littérature, et une littérature d'un certain niveau, par des juristes ou des gens qui ont une connexion avec le droit. Donc la mise par écrit produit aussi quelque chose et change le public. La tradition orale, on va prendre une image d'Épinal, les contes qui sont racontés le soir à la veillée au coin du feu pendant les longues soirées d'hiver, c'est sans doute pas exactement la même version du conte que celle que quelqu'un qui est dans des grands combats, l'Académie française, les anciens, les modernes, etc., va transcrire. C'est le cas de Perrault. Voilà. Donc il y a plusieurs versions, et pour chaque version, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est toute la richesse des contes de fées. Peut-être une question, je profite d'avoir le micro, d'avoir cette position, peut-être une question un peu plus juridique, mais qui va rebondir sur votre conclusion. Madame, vous disiez finalement que, et ça rejoint ce que vous disiez sur le droit est un récit, et vous disiez finalement le droit ne nous parle plus, les lois sont trop compliquées. C'est bien ce que j'ai compris, c'est-à-dire finalement quel est le récit qu'on peut attendre d'une loi actuellement, alors qu'actuellement finalement la loi n'est plus audible. Nul n'est censé ignorer la loi, mais elle est inintelligible. Donc peut-être développer cet élément plus juridique que vous avez évoqué lors de votre conclusion. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. On parle beaucoup d'un problème de source du droit qui, en gros, est le suivant. Il y a de plus en plus de lois, elle est de plus en plus précise et de plus en plus faite pour des techniciens. Exemple, le droit fiscal. Voilà, il y a des décrets, plein de décrets, on ne sait pas où on en est. Vous faites appel à un fiscaliste pour régler vos affaires. Et en fait, beaucoup, le droit s'est morcelé par petits domaines de technique, beaucoup de domaines de technique qui ne nous parlent pas forcément. Ça a peut-être toujours existé, mais pas à ce point, de droit rural, etc. On n'y comprend pas grand-chose. Et c'est vraiment cette idée que peut-être qu'avant, il y avait moins de droits, ou en tout cas, le droit ne faisait que acter une morale partagée, ce qui fait qu'il était plus intelligible pour tout le monde. Et aujourd'hui, déjà plus technique, plus nombreux, et en plus, fait parfois, émane d'une volonté politique, ça a toujours été le cas, mais de choix vraiment politiques qui n'est pas forcément en accord avec ce que veut le peuple. Je vous donne un exemple. En 1981, l'abrogation, la loi sur l'abrogation de la peine de mort, est-ce que les Français étaient d'accord avec ça? Combien il y avait de pourcents des Français qui étaient contre l'abrogation? 60 contre l'abrogation, exactement. Et pourtant, cette loi a été votée. Donc déjà, ça ne reflète pas forcément toujours l'âme des peuples. Et surtout, à part peut-être le droit pénal, où tout le monde sait que certaines infractions sont constituées, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire que le citoyen lambda, dont je fais partie, on connaisse bien la loi. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup de succès aujourd'hui, à ces journées du droit, ce sont des ateliers de la gendarmerie avec des scènes de crime, etc. Parce que le droit pénal, on sait tous à peu près à quoi ça correspond.
c'est un savoir partagé. Bon, c'est un autre but, hein, c'est répressif en plus de réparer, c'est répressif. Mais dans les autres branches du droit, peut-être ça a toujours été comme ça, c'est une vision d'esprit, mais il me semble quand même que plus ça avance, plus toutes ces branches deviennent complexes, et finalement on a du mal à s'y retrouver. Et c'est pour ça que le droit n'est plus assez, à mon sens, au centre de la société civile. Vous allez entendre personne sur France Info décrypter la dernière loi qui a été votée, ou des gens vous parler des 475 lois de la dernière législature. Personne, parce que c'est compris comme un savoir trop complexe, à mon sens. Merci de votre réponse. Et une question. Moi, peut-être une dernière question qui fera office de conclusion, même si vos propos nous invitent pratiquement à aller voir les autres ateliers, puisque vous avez parlé de la Nuit du droit, qui est effectivement fait pour ça, et redonner de l'intelligibilité, de la compréhension au droit. Peut-être pour répondre à une question que vous avez pu faire, vous parlez de magie avec le droit, et j'imaginais le magistrat et l'avocat avec sa robe noire tel un magicien, mais finalement, alors qu'on a beaucoup décrié ces rituels, ces pesanteurs, j'ai presque l'impression que dans vos propos, vous disiez, mais finalement, c'est plus que jamais nécessaire d'avoir ces rituels, ces costumes, peut-être même ce langage, alors qu'on dit qu'il faut peut-être être intelligible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Peut-être que vous pouvez revenir là-dessus. Alors, je te laisse, Pierre, mais il me semble justement qu'avoir tout ce cérémonial, c'est être intelligible. En réalité, c'est rassurant parce que les gens savent comment ça se passe. Je ne vais pas vous raconter un conte de fées, mais une expérience vécue. Quand mes premiers enfants sont nés, je suis allé les déclarer. Et voilà, j'étais face à une secrétaire. Je devais être la 60e personne qu'elle voyait de la journée. Elle était épuisée. C'était dans un bureau sale. Pour moi, c'était un moment important. C'était mes premiers enfants. Je venais les déclarer. Et je me suis retrouvé dans une démarche administrative totalement dénuée de tout, voilà, un truc en kikinant, en faisant la queue, en prenant un ticket, enfin bon, vous connaissez tout ça. Quand je me suis marié, il y a un monsieur, il n'était même pas habillé comme tout le monde, il avait une écharpe en travers, bleu, blanc, rouge, qui a fait de la magie. Il a prononcé une parole et ça a produit un effet. Il a dit « Je vous déclare mari et femme ». Et le fait de le dire, ça l'a fait. Voilà. Donc ça a vraiment été de la magie. Il y avait un certain décorum, ça avait du sens. Voilà. Donc je crois vraiment que les formes ne sont pas creuses. Il ne faut pas, les formes pour les formes, c'est ridicule. Et on ne va pas faire du kitsch, on ne va pas faire Hollywood, etc. Ça n'a pas de sens. En revanche, quand les formes sont bien pensées, quand elles sont bien dosées, elles produisent des effets. Et c'est toujours le danger quand on pose des questions, c'est l'effet boomerang. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu pénaliste, mais j'ai entendu dire que dans certains cas de comparution immédiate, donc il y a un délit qui est commis et la sanction va tomber tout de suite. Les victimes en particulier peuvent très mal le vivre. Vous allez confirmer ou infirmer. Parce que finalement, c'est la justice bâclée. Quand il y a, alors, sans doute y a-t-il des délais excessifs, mais quand les choses sont faites en y mettant du temps, en y mettant des formes, par des gens qui ne sont pas habillés comme tout le monde, dans des endroits qui ne sont pas les endroits ordinaires, avec un vocabulaire spécial, ça produit des effets. On a l'impression que c'est mieux fait. Si vous allez chez le médecin et que le médecin vous reçoit, je ne sais pas, en short et en tongs, ce n'est pas la même chose que s'il a une blouse blanche et un stéthoscope. De la même façon, si la justice se juge trop vite, eh bien, la victime qui a subi quelque chose peut ne pas avoir l'impression que son cas a été bien traité, que sa douleur a été prise en compte. Donc les formes, et la lenteur fait partie des formes, une lenteur raisonnable, Monsieur le Président, une lenteur raisonnable. Mais le sérieux, les formes, ça produit des effets. Alors je ne sais pas sur cette question-là, là on n'est plus dans le conte de fées, on est malheureusement dans la réalité quotidienne, mais est-ce que effectivement la comparution immédiate produit parfois des effets contre-intuitifs, les victimes ont l'impression qu'on ne les a pas entendus. On pourrait faire aussi des conférences de plusieurs heures sur la justice et le temps. Il est vrai que la procédure, quand elle est trop rapide, quelque part,
manque son effet de rituel que vous évoquez. Je pense aussi aux mesures de plaidé coupable, hein, qui est une procédure finalement qui se passe en grande partie entre le procureur et le prévenu. Puis la victime, elle arrive en bout de course et dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un épisode, etc. Donc c'est important effectivement qu'on ait un processus avec son rituel pour que tout ça joue pleinement son office. Un titre d'exemple, les adoptions sont prononcées par les tribunaux. Et finalement, c'est des dossiers où il n'y a pas de contestation, hein, tout le monde est content, tout le monde est ravi, on accueille un enfant dans la famille. Et finalement, ces genres de dossiers, il n'y a pas de contentieux qui pourrait se traiter d'une manière administrative avec un coup de tampon sur un dossier. Eh bien non. Les familles, elles demandent, je ne veux pas dire qu'elles exigent, mais elles sont en demande, en attente d'une comparution devant le tribunal qui va reconnaître officiellement le lien de filiation adoptive. Vous voyez que là, il y a un besoin qui est exprimé de rituel, de solennité par rapport à un acte important. Vous parliez de la reconnaissance à l'état civil qui se fait sur un coin d'une table dans un bureau. Eh bien pour l'adoption, qui est une décision judiciaire, il y a ce besoin qui est exprimé clairement par les familles. Donc ça va tout à fait dans le sens que vous évoquiez à l'instant. C'est vrai pour le pénal, mais c'est également vrai pour le civil. C'est tout à fait important. On pourrait parler aussi de la comparution devant le juge des affaires familiales, qui est attendu. C'est important. Il y a le passage devant le maire pour le mariage. Et bien pour le divorce, il y a aussi le passage devant le juge qui a aussi son importance. Voilà, c'est un sujet. Mais enfin, je pense qu'on est dans la continuité de vos interventions sur l'analyse juridique des comptes de fait. On va s'approcher de la fin, mais il est toujours temps peut-être d'une ultime question. Peut-être si vous vouliez dire un dernier mot de conclusion. Alors, comme mot de conclusion, je voudrais remercier le public d'avoir participé. Vous remercier encore pour cette invitation et peut-être qu'on finit comme un conte de fées. On va tous s'applaudir et être emmenés par un chemin merveilleux. Merci beaucoup, je dirais simplement c'était magique. On va continuer et la nuit du droit ça continue. Il y a des reconstitutions de scènes de crime avec la police, il y a les forums de métiers en haut, il y a la présentation de la brigade canine dans quelques instants. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore terminé. Un grand merci à nos intervenants et à vous-même. Merci.